Nous sommes le samedi 6 février de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les leaders du parti Union progressiste ont effectué une sortie médiatique ce samedi à Cotonou, au centre des discussions. Le regard que porte cette formation politique sur la période préélectorale en cours au Bénin. Et pour l'occasion, les conférenciers ont salué la bonne marche du processus devant permettre à terme l'organisation à bonne date de la présidentielle du 11 avril prochain. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Nous parlerons ensuite de la 34e session ordinaire de l'Union africaine qui se tient depuis ce matin. Plusieurs chefs d'État y prennent part par vision conférence. À cette session, le chef de l'État béninois est représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération aurélien Agbenonsi. Au cœur des débats, l'art et la culture, la réforme des institutions africaines et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et puis nous ferons en fin de journal un tour sur le terrain pour scruter les réalisations du régime de la rupture. Nous poserons nos valises à Agblanganda, arrondissement situé dans la commune de Semepodji. Ici, le tronçon Siné-Concorde à Agblanganda a connu une réelle métamorphose pour le bonheur des populations et grâce au projet asphaltage. Le constat, lui, portera les griffes de Teddy Goudalo. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 6 février 2021. Une édition que nous allons commencer par une sortie médiatique effectuée ce samedi matin par des leaders du parti Union progressiste au centre des discussions. Le regard que porte cette formation politique sur la période préélectorale en cours au Bénin. Et pour l'occasion, les conférenciers ont salué la bonne marche du processus devant permettre à terme l'organisation à bonne date de la présidentielle du 11 avril prochain. Voici le compte rendu de Herman Anyambossou et Elvis Tonoukouai. Vous constatez avec nous que l'opposition et la société civile n'en sont pas aujourd'hui à réclamer des choses aussi élémentaires en démocratie que des élections à bonne date. La période de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 11 avril relève désormais du passé. Et s'il est une autre étape attendue de la classe politique béninoise, en l'occurrence de l'Union progressiste, et suivant le calendrier établi par la Sénat, c'est bien la publication d'une liste des candidatures validées tenant compte des tests en vigueur. Les leaders de l'Union progressiste n'en rêvent pas mieux pour la tenue à bonne date du rendez-vous électoral présidentiel et plus encore, l'enracinement de la démocratie béninoise. Même les derniers événements, les dernières heures relatives au dépôt à la Sénat des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 nous semblent relever des difficultés inhérentes à la marche de notre système politique vers plus de rationalité, vers plus de rentabilité interne, vers plus d'efficacité. L'Union progressiste et toutes les forces politiques qui l'ont constituée peuvent se réjouir d'avoir emprunté ce chemin beaucoup plus tôt que d'autres. Si les réformes politiques engagées fixent comme condition pour participer à la présidentielle les critères de duo présidentiel et l'obtention du parrainage, l'Union progressiste fustige, dans cette conférence de presse, les propos alambiqués d'acteurs politiques qui ont fait l'option de se conformer partiellement au test. Il y a certains qui continuent de résister, petit à petit ils y viennent. D'autres n'ont pas compris, mais comprendront. Quand les partis vont se renforcer, quand au cours des élections prochaines, les gens vont voir que ce sont les partis d'envergure qui arrivent donc à arracher leur parrainage en amont. Le problème ne se poserait plus. Je vais plus loin. Un camarade a dit, est-ce que pour que la fête soit belle, il ne faut pas vraiment leur donner? Oui, ok, on veut leur donner. Mais ceux à qui on veut donner refusent. On fait comment? L'Union progressiste fait le constat amer d'une classe de l'opposition à Patrice Talon plus que jamais divisée et qui peine à se conformer aux lois en vigueur. Par exemple, certains de nos élus ont décidé de parrainer le duo qui serait issu du parti dénommé les démocrates. Ils ont dû garder leur fiche jusqu'au dernier moment, sans savoir exactement quel duo parrainer dans l'imbroglio qui a été orchestré au sein de ce parti et de ses alliés.
il y a encore, hélas, dans notre pays, des gens qui estiment que pour baisser la fièvre, il faut casser le thermomètre. Optimiste et serein, le regard que des leaders progressistes portent sur le processus électoral en cours est devant conduire le Bénin à une élection présidentielle paisible. Au-delà, bien des actes confortent ce parti majoritaire à tout point de vue dans sa marche pour un Bénin qui révèle son génie et consacre des avancées majeures. Voilà, c'était le regard de l'Union progressiste sur la période préélectorale que traverse actuellement le Bénin, compte rendu signé Herman Anyambossou et Elvis Tounoukoin. Parlons maintenant de cette session de prière musulmane pour le chef de l'État. Elle est organisée par la Fondation Malek Hossou sur initiative du président de l'Union islamique du Bénin, le patriarche Karim Da Silva. Objectif, implorer la grâce et la protection divine sur le Bénin qui traverse une période, je vous le disais, électorale. Et bien, occasion pour reconnaître aussi et célébrer les mérites des hommes en uniforme. La cérémonie s'est déroulée ce samedi matin au siège de la Fondation Malek Hossou, c'est bien sûr à Cotonou. Ulrich Gaba et Eder Mkwevi pour le point. Récitation du Saint-Coran pour implorer la grâce de Allah le très miséricordieux sur le Bénin. Cette séance de prière organisée par la Fondation Malek Hossou est dédiée aux forces de sécurité publique, de défense et assimilées. C'est une prière pour les aider à traverser la période électorale dans la paix, la quiétude et la sécurité. Dieu nous demande d'être reconnaissants parce que ces gens-là, ils souffrent pour nous parce qu'ils aiment leur pays. Nous devons prier pour eux, beaucoup pour leur famille, leurs parents, parce que ceux-là, ils font trop pour le peuple béninois et le chef de l'État est conscient. Cette initiative est la vision du premier haut dignitaire musulman au Bénin. Il s'agit du patriarche Karim Da Silva, ici distingué par la Fondation Malek Hossou. J'ai pris conscience qu'il faut valoriser les militaires. Leur vie, le choix ne dépassera pas d'eux-mêmes. Ça vient de Dieu. Quand il pleut, nous sommes à la maison, nous dormons. Eux, ils sont dehors. C'est leur vie, ça. Les corps militaires et paramilitaires invités ont tous répondu présents à cette séance de prière musulmane. Les responsables ont chacun reçu une distinction honorifique pour le travail bien fait dans leurs secteurs respectifs et dans les règles des tests de la République. Merci pour l'honneur qui est fait aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais humblement dire que cet hommage que la Fondation Malek Hossou a organisé est dédié au chef suprême des armées. Ce prix, c'est pour un certain nombre de personnes. Et la première personne, vous convenez avec moi, c'est pour le chef suprême des armées et qui a donné une orientation qui suscite quand même admiration et exemple dans toute la sous-région. Parce qu'au-delà de nos frontières, aujourd'hui, ce que la douane béninoise représente pour la sous-région est immense. Voilà une ONG qui reconnaît les mérites des forces armées béninoises et des forces de sécurité à travers leurs mérites, leur loyauté et leur esprit républicain. Je vous rassure que vous avez et vous aurez toujours une armée républicaine au service du peuple béninois. Plusieurs autres personnes sont également distinguées au cours de cette séance de prière, ponctuée par un message de paix à l'endroit de tous les acteurs politiques, en l'occurrence les candidats à l'élection présidentielle. Voilà, c'était des hommages de la Fondation Malek Hossou aux forces armées et bien sûr de la sécurité publique. Ouvrons à présent une large page consacrée à l'exercice de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2021. Au terme de l'opération enclenchée à la Sénat depuis lundi dernier, eh bien, une vingtaine de candidatures ont été enregistrées. Après minuit, le président de la Sénat a ordonné la fermeture du portail de l'institution et a fait le point de l'opération à la presse. Suivez. Nous voici arrivés au terme du processus
d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains, en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen, quant à la recevabilité, nous allons délivrer, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. Nous avons voulu faire ce petit point de presse juste pour tenir informé l'opinion publique de l'évolution du processus et en attendant l'organisation d'un point de presse beaucoup plus important où nous allons entrer dans les détails des dossiers qui ont été acheminés aujourd'hui à la Sénat. Voilà Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome. Parole aux citoyens maintenant pour avoir une idée de leur regard sur le dépôt des dossiers de candidature à cette élection présidentielle. L'opération est diversement appréciée par des citoyens rencontrés à Cotonou. Ces derniers saluent surtout l'ambiance d'apaisement dans laquelle cela a eu lieu. Suivez. Nous voyons vraiment qu'il y a 20 candidats à la date et quand même d'aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a toujours de la vitalité démocratique au Bénin. Et la démocratie béninoise à l'orée ou bien à la veille des élections du scrutin, c'est comme une fête. Et la fête a commencé depuis avant-hier à la Sénat, où la population vraiment était en liesse. Nous avons assisté à plus de 20 candidatures, à près de 20 candidatures hier. Ça dit le jeu est ouvert. Beaucoup seront recalés parce qu'ils n'ont pas réussi à respecter le test en vue. Vous savez que la loi sur le système partisan aujourd'hui dit certains critères que beaucoup de gens ont refusé d'accepter. Si vous acceptez de venir là-bas avec votre colistier ou votre colistière, mais pourquoi ne pas respecter les tests jusqu'à la fin? Je me réjouis que le dépôt soit ouvert à tout Béninois répondant aux critères. D'aucuns diraient que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais le Bénin a toujours étonné et le Bénin vient encore d'étonner. Il y a eu 20 duos ou individuels. Cela prouve une fois encore le niveau de maturité de la politique béninoise. Il y a le président en exercice qui veut encore conquérir son fauteuil. Il y a encore ces challengers. Donc, on a tout suivi. Maintenant, ce que nous demandons, le Bénin a toujours étonné le monde entier.
le Bénin est un pays de paix. Le Bénin est un pays de démocratie. On a toujours parlé du Bénin partout dans le monde. Donc, nous voulons toujours étonner le monde. Donc, on remercie Dieu du fait que le président a accepté que tout le monde aille à l'élection. Moi, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont candidats aux élections présidentielles, vraiment que c'est mieux que nous regardions dans le même sens pour apaiser le climat électoral, pour que nous puissions vraiment faire décoller notre pays comme on l'a commencé depuis 2016. Et si on ne fait rien de tout ça, le bruit n'arrange rien du tout, et que la paix, elle doit être sauvegardée, et pas tout le monde, la paix n'est pas individuelle. La paix, c'est pour tout le peuple, c'est pour tout le monde, pas quelqu'un qui veut troubler la paix, l'autre veut la paix. Nous voulons tous la paix, autant que nous le souhaiterions, nous les députés, nous le souhaiterions, tous ceux qui sont parrains, nous souhaitions qu'il y ait la paix. Et pour ça que nous avons ouvert le parrainage à tous ceux qui veulent être candidats. Il y a quand même des préalables qu'il faut respecter pour sortir de la pauvreté. Un pays émergent passe toujours par des étapes avant d'être émergent. Patrice Talon, notre président de la République, a compris et il a commencé, nous avons vu, c'est nous-mêmes qui l'avons ramené. Nous avons dit, ne nous lâche pas, parce que vous le méritez, et il a accepté. Il est fier d'être béninois, il n'est pas à la quête de Messi, mais lui, il sait que les Béninois, quand ils travaillent, le Bénin doit se développer et nous a mis au travail. Voilà, c'était quelques citoyens rencontrés à Cotonou qui appréciaient justement le processus de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle. À Porto Novo aussi, l'opération a été suivie avec beaucoup d'intérêt par des citoyens. Et ce qui a retenu les attentions ici, sinon toutes les attentions ici dans la capitale, eh bien, c'est la candidature de Patrice Talon, président sortant et candidat à sa propre succession. Écoutez ici quelques porto-noviens qui apprécient justement cette candidature. Suivez. Depuis à Djoun, dans la vallée, il a annoncé qu'il sera candidat. On attendait de voir parce qu'il peut changer. Et on se disait, il ne faut pas qu'à la dernière minute que ce monsieur change d'avis et qu'il dise qu'il n'est plus candidat, il laisse faire. Mais rigoureux qu'il soit, qu'il est, il a fait le bon pas. Il a dit oui, qu'il sera candidat et qu'il n'y a pas question qu'il arrête en si bon chemin. Parce que quand tu commences quelque chose et puis tu ne vas pas à la fin de ce que tu as commencé, c'est pas bien. Ça laisse un mauvais arrière-goût. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se frotter les mains que bon, il participe à la course et puis chacun jouera sa partition. Qui n'est pas au Bénin depuis 4 ans, 5 ans, et qui revient au Bénin aujourd'hui, doit quand même savoir qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui est fait, il y a quelque chose qui doit continuer d'être fait pour que le Bénin retrouve vraiment sa bonne peau. Le président Patrice Talon vient d'honorer son peuple. Il vient de démontrer à la face du monde qu'il a l'écoute de sa population et c'est pour la population qu'il travaille. Le peuple a exigé et obtenu de lui de continuer. Et en bon gentleman, il n'a pas voulu décevoir son peuple et il a déposé son dossier. C'était tout un stress le jeudi jusqu'à vers 17h. Le chef d'État n'avait pas déposé son dossier. Mais finalement, c'est fait et nous sommes soulagés et la population en est fière. Parce qu'on ne souhaite pas plus que ça. Cette délégation était allée à la Sénat pour déposer officiellement la candidature du président Talon et de sa colistière à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Nous avons accueilli cette nouvelle avec soulagement parce que c'est vrai, le président il avait assuré publiquement à Djoum les populations venues l'accueillir de son intention de briguer
un second mandat. Mais bon, rien n'assurait qu'il allait effectivement tenir cette promesse, puisque les grands hommes, les hommes d'État, ils ont l'habitude de réserver à leur peuple des surprises du chef, quoi. Et tous ceux qui espéraient, tous ceux qui souhaitaient que le président Patrice Talon se présente à nouveau au suffrage des électeurs et des électrices du Bénin, eh bien, je crois que ceux-là, maintenant, ils sont très soulagés, ils sont très satisfaits de ce que maintenant, ce qu'ils avaient souhaité, ce dont ils avaient rêvé, est en passe maintenant de devenir une réalité. Les chantiers de développement qu'il a ouverts dans le pays et qui sont très avancés, et pour certains achevés complètement, que ces chantiers-là seront poursuivis avec cohérence et esprit de suite. C'était souhaitable que lui-même, il soit encore à la manœuvre pour que nous soyons sûrs que, eh bien, il va nous mener très loin sur ce chemin de développement avant de nous dire au revoir. Voilà, on était à Porto-Novo. Après Cotonou et Porto-Novo, justement, place à la troisième ville à statut particulier du pays. Je veux parler de Parakou. Ici aussi, des citoyens ont salué la démarche, sinon la décision du chef de l'État de briguer un second mandat. Ces derniers avouent surtout avoir passé des heures de suspense. Et jeudi dernier, et bien sûr, accueille cette candidature avec beaucoup de soulagement. Suivez. Un soulagement, parce que je puis dire que vu l'attente, l'heure à laquelle on faisait quand même un peu attention à ceux qui disent et si à la dernière minute le chef de l'État renonçait à nouveau. Mais non, on était surtout heureux et heureuses, nous les femmes, heureuses de voir concrétiser, parce que c'était une annonce par rapport au duo, parce que désormais on ne parle pas que du chef de l'État, on parle désormais du duo. Et donc c'était un soulagement de voir Mariam Talata et toute l'équipe qui l'accompagnait aller déposer officiellement la candidature du duo de la mouvance. Donc nous étions simplement rassurés. C'est vrai, il avait annoncé à Djoum qu'il sera candidat, mais nous n'étions pas totalement sûrs qu'il va honorer le peuple béninois, la jeunesse de Parakou, à travers cette promesse ferme qu'il a faite. Donc c'est une double joie d'abord pour la continuité de la dynamique, double joie ensuite pour le choix de sa colistière, qu'on le veuille ou non, de Parakou. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de sa tournée pour la reddition des comptes, il a dit qu'il sera candidat. Nous avons reçu la chose avec beaucoup de satisfaction. Mais notre crainte était de ce qu'il change d'avis entre cette période et la période du dépôt des dossiers pour la candidature. C'est avec beaucoup de satisfaction et de libération que nous avons vu sa colistière aller déposer les dossiers hier à la Sénat. Pour nous, la dynamique du développement doit continuer. On ne le savait pas. On avait pensé un instant que nous allons aviser. Cette expression qui était sortie nous mettait vraiment dans le doute parce que monsieur peut tout le temps prendre notre décision contraire à notre vœu. Et vu tout ce qui a été réalisé au bout de 5 ans, toutes ces réalisations jamais connues en si peu de temps, et cette décision est favorable présentement pour nous, c'est une grande joie. Nous avons une joie débordée où nous n'avons même pas de mots pour nous exprimer. Alors, et mieux, le choix porté sur Dame Talata vient de confirmer une fois que nous ne nous sommes pas trompés de chemin en collaborant avec le président Talon. Voilà, de Parakou à Djougou, les sentiments de soulagement sont partagés par les populations et en décidant bien sûr de rempiler, eh bien, ces populations de Djougou trouvent que Patrice Talon a accepté la main tendue de ses compatriotes qui veulent le voir toujours aux commandes du Bénin en vue de poursuivre la réalisation des œuvres qu'il a entamées. Suivez ici la réaction de quelques-uns.
Je voulais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, d'avoir accepté l'appel du peuple, parce que cette candidature rentre dans l'option d'une continuité par rapport à tout ce qui a été mené au niveau du Bénin, au niveau de la commune de Djougou également. Parce que les réalisations au niveau du Bénin et de la commune de Djougou sont là. Et toute la population est mobilisée quand même. D'abord, nous félicitons le chef de l'État pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant les 5 années passées à la tête de ce pays. Et toutes les actions de développement qu'il a eu à faire pour nous, on le remercie pour ça. Et si sa candidature vient dans l'objectif de continuité pour nous sortir encore beaucoup plus du gouffre, on ne peut que le souhaiter bon vent. Et nous sommes avec lui en tant que citoyenne de la ville de Djougou. Je l'invite à avoir encore beaucoup plus un œil regardant sur la commune de Djougou. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait quelque chose pour nous et qu'il augmente pour que nous sentions que vraiment 5 ans après, c'est bon. La candidature du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, nous l'avons sollicité. Vous le savez bien que le bloc républicain, à travers son bureau politique, a été le premier mouvement politique à dire que son candidat, c'est le président Patrice Talon. Ce n'était que la traduction de la volonté des militants du bloc républicain. Et je pense qu'en acceptant, n'est-ce pas, d'être candidat, le chef de l'État a comblé les attentes de nous tous. Voyez-vous, de façon exceptionnelle, le chef de l'État a amorcé certains changements que tous les présidents du Bénin, en tout cas depuis la conférence de 90, ont voulu faire, mais ne sont jamais arrivés. C'est le fait de changer nos mentalités sur la gestion de la chose publique. C'est à sa juste valeur. J'ai apprécié la candidature du chef de l'État parce que nous l'avons souhaité. Et effectivement, il a écouté son peuple qui a voulu qu'il revienne pour le second tour. Et quoi de plus important par rapport à ce qu'il a fait au niveau de notre pays, nous souhaitons que ça soit une continuité. Et si ça doit être une continuité, il faut qu'il revienne accomplir la mission qu'il a commencée. Et ce que je peux dire, c'est que le retour du chef de l'État serait une seconde ère pour le développement de nos communes. Nous avons accueilli la candidature du chef de l'État avec joie. Nous avons applaudi. Je crois que cela participe de la démocratie, de la continuité de la gestion dont nous avons été témoins depuis. On était à Djougou. Un peu plus au nord, à Nati-Tengou, pour être précis, le chef-lieu du département de l'Atakora, les populations ont aussi salué la décision de Patrice Talon de briguer un second mandat. Nous allons écouter quelques-uns des citoyens rencontrés justement dans cette ville. Suivez. La candidature du président Talon, c'est une très bonne chose pour le Bénin, parce que ça démontre une fois encore que tout ce que la population a demandé, qu'il pose sa candidature, ça a été fait, il a accepté la volonté de sa population. Donc ça veut dire qu'il a l'écoute de sa population. Vraiment, ça a encouragé. Quand j'ai vu l'image hier sur vos antennes, vraiment, j'étais tellement ému et très content. Et vu les actions que ce gouvernement pose comme acte de développement sur le plan national et sur le plan local, vu même ce que le président Talon est en train de faire à Nati-Tengou, chez moi, à Nati-Tengou, vraiment ça a encouragé. Et ça a encouragé davantage parce que nous avons remarqué que c'est un président social. Moi, je suis très contente pour les dépôts de candidature du président M. Talon. Parce que je veux voir finir ses œuvres, surtout le marché de Nati-Tengou. Je veux le voir finir ça. Comme il a déposé, moi je suis contente. Parce que je me demande si Talon partait, qui va finir le marché de Nati-Tengou?
Donc comme il est revenu, ce qui est sûr, s'il gagne encore, le marché de Natengu va finir. C'est ça qui nous intéresse, nous les femmes de marché. Mais si le président Talon revenait au pouvoir, les routes qui restent à faire, je veux qu'il finisse ça en Natengu. Si je suis encore très contente, c'est parce que Talon a choisi une femme à côté, quoi. Madame Talata Zimé à côté. Parce qu'avant, tous les présidents, ils choisissaient les hommes à côté. Mais comme Talon a choisi une femme à côté, nous les femmes, nous sommes vraiment contentes. On sait que vraiment, Talon s'est rappelé de nous. Pour sa candidature, vraiment, moi je pensais que les politiciens qui l'entourent ne sont pas aptes à continuer l'œuvre qu'il a entamée. Donc moi je n'en disconviens pas pour sa deuxième candidature. Donc vraiment je lui souhaite bon vent et bonne chance pour que l'œuvre qu'il a entamée prenne vraiment fin. Donc moi ma prière est qu'il revienne au pouvoir. Parce que je pense que les femmes de Nati sont en train de beaucoup prier pour Talon. Qu'avec lui, nous avons constaté un grand changement. Et je pense que quand il va revenir, il va poursuivre les œuvres déjà entamées. Je suis vraiment ému de joie qu'il dépose ces dossiers pour pouvoir aussi continuer et achever ce qu'il a commencé. Vraiment, ça a été une joie au cœur pour tout un chacun de nous. Par rapport à la candidature du président Talon, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi je dis que c'est une bonne chose? Moi je vis que du parc de la Pendiari. Alors vu ce qu'est devenu le parc de la Pendiari aujourd'hui où nous parlons, parce qu'il faut noter que le parc a souffert pendant un bon moment, mais il s'est fait qu'avec l'arrivée de nouveau de notre président Talon qui a confié la gestion du parc à l'ONG African Park, et on sent tout de suite que vraiment c'est des gens, c'est leur domaine. Donc ils font qu'aujourd'hui, moi je dis haut et fort que même si tous les Béninois maudissent notre président Talon, ce qui est sûr, la faune et la flore prient pour lui tous les matins. Aujourd'hui, c'est les animaux eux-mêmes qui parlent. Quand on voit aujourd'hui la distance de fuite des animaux, ça a beaucoup baissé. Avant, quand on voyait les animaux, surtout les pachidèmes, parce que c'est les plus forts, quand ils voient les gens déjà, où ils s'enfuient, où ils vous chargent. Mais aujourd'hui, on les voit, ils sont tranquilles, ils vivent quotidiennement comme si de rien n'était. Voilà, c'était le regard de quelques citoyens des 4 coins du Bénin sur la candidature du chef de l'État, Patrice Talon, pour cette élection présidentielle. Sur tout un autre plan, l'Union africaine tient depuis ce matin, et ce jusqu'à demain dimanche, sa 34e session ordinaire. Plusieurs chefs d'État y prennent part par vision-conférence. À cette session, le chef de l'État béninois est représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi. L'homme parle de l'art, sinon, au cours de cette session, ils parleront de l'art et de la culture, de la réforme des institutions africaines et de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Le chef de la diplomatie béninoise est ici au micro d'Assiomo Kanya-Sionbon et Henri Kantin. Le thème de l'Afrique que nous voulons, c'était le grand thème de la décennie que l'Union africaine avait choisi. Donc nous essayons de décliner chaque année certains éléments. D'abord, en termes d'impact de ce thème-là sur ce que nous faisons, c'est qu'on peut faire un parallèle entre la stratégie de développement du Bénin et ce thème, puisque voilà un pays où nous avons, nous, choisi d'utiliser l'art, d'utiliser la culture, notre patrimoine, le tourisme, pour accélérer notre économie. Et il est heureux que l'Union africaine, je ne veux pas dire qu'elle s'est inspirée seulement du Bénin, mais elle s'inspire de ce que les États font de bien. Et donc que l'Union africaine choisisse aujourd'hui ce thème-là comme le thème de l'année me réjouit. Cela veut dire que, quelque part, le Bénin, dans ce domaine précis encore, est dans la bonne voie. Parce qu'on peut utiliser effectivement l'art, la culture, le patrimoine pour accélérer le développement. Tout notre combat sur, par exemple, la restitution des biens culturels sera convoqué dans ce débat-là pour pouvoir voir comment, avec les œuvres d'art, comment est-ce qu'à partir de ce que nous représentons, ce qui nous définit, à savoir notre patrimoine, nous pouvons accélérer notre développement. Mais les enjeux sont aussi sur les thèmes majeurs qui vont être abordés, les questions majeures qui vont être abordées. Nous allons continuer la réforme de l'Union africaine. Le président Kagame présentera un rapport
qui fera l'état des lieux et qui verra sur quel plan cette réforme de nos institutions dans le cadre de l'Union doit continuer, doit s'améliorer. On sait que notre continent, comme le monde entier, fait face à la pandémie de la Covid-19 et il est normal que ce sommet ait choisi aussi d'aborder la question de la pandémie pour voir comment est-ce que nous faisons face à cette difficulté, comment est-ce que nous avançons non pas en rang dispersé où nous essayons plutôt de faire converger les intelligences, de mutualiser nos moyens. Vous savez certainement que la CEDEAO avait déjà, lors du dernier sommet qui a eu lieu aussi en mode virtuel malheureusement aussi, avait déjà convenu que non seulement nous mutualisons les moyens, que nous mutualisons aussi les savoir-faire, et le Bénin a un savoir-faire incontestable. Aujourd'hui, l'OMS reconnaît que l'approche qui a été préconisée par le président Patrice Talon était en tout cas l'une des meilleures, sinon la meilleure. Nous ne faisons pas de confinement parce que nous n'avons pas les services qui permettent de confiner nos populations. Mais si on respecte les gestes barrières, mais si on observe la rigueur et surtout lorsqu'on crée les zones d'évolution pour la population, nous avons créé des zones où l'on ne pouvait pas circuler librement. Nous avons pu contenir d'une certaine manière et surtout, nous avons mis en place un hôpital aujourd'hui spécialisé. Al-Ada a été transformé très rapidement en un hôpital spécialisé dont les résultats sont intéressants. Mais la pandémie progresse et on doit faire attention. Et ce sommet va permettre aussi de rappeler aux dirigeants et aux peuples africains que l'on doit rester vigilant. Voilà, c'était Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il nous donnait une idée sur le contenu des travaux de cette 34e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Parlons à présent de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSI Bénin. Eh bien, la sélection des jeunes diplômés sans emploi au profit des entreprises se poursuit à Cotonou. Hier, vendredi, la 9e cohorte était en évaluation orale pour prouver sa compétence aux responsables d'entreprises associés à la rencontre. Le ministre en charge de la promotion de l'emploi est allé constater le bon déroulement des travaux. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Clément Achadé. Face aux experts d'entreprise, 382 jeunes diplômés sans emploi prouvent oralement leurs compétences pour le compte de la journée du vendredi 5 février 2021. C'est la 9e cohorte de mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi qui représente la 3e de l'année. Ça a été bien parce que ce sont les questions qui sont de notre domaine qui ont été posées et bon, c'est bien quand même. Après avoir présélectionné les jeunes qui ont postulé, il nous revient donc de les faire soumettre à des interviews auprès des experts, des experts qui sont dans des métiers différents. Et au terme de cette évaluation, nous pensons avoir 134 nouveaux bénéficiaires qui vont s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. Donc chaque mois, nous aurons effectivement des flux d'entreprises qui demandent de la main-d'œuvre et ces flux d'entreprises demandent de la main-d'œuvre doivent être couverts. Ces flux-là vont être couverts au bénéfice des jeunes qui ont besoin des occasions d'insertion et régler les différents problèmes qui se posent à l'espèce humaine. Comparativement aux autres cohortes de l'année 2020, une innovation retient les attentions. Pour cette fois-ci, les chefs d'entreprise dans le besoin des compétences de ces jeunes sont invités à être témoins du processus d'évaluation. Le gouvernement, grâce à cette initiative, veut ainsi résoudre la question du chômage de la jeunesse béninoise. On sent une certaine organisation derrière ce projet-là, parce que d'abord, on a fait la demande sur la plateforme, et cette demande, elle a été validée. Les agents du PSE sont passés dans nos locaux, ils ont visité, ils ont approuvé les demandes, et un avis a été lancé sur le site. C'est après ça, et maintenant qu'on est à la phase d'entretien à laquelle le PSI a voulu associer les entreprises. Donc c'est ce qui a fait qu'on est ici ce matin. Il est de mon devoir, en tant que ministre en charge de l'emploi, de venir superviser les choses de temps en temps pour m'assurer par moi-même, au fin d'en rendre compte au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon, que le programme est conduit
tel qu'il a été initié, tel qu'il a été convenu. Le président de la République est très regardant sur l'impartialité de l'ensemble de la procédure, de telle sorte que nous puissions donner à tous les postulants l'égalité des chances. Le niveau des candidats est globalement satisfaisant, témoignent les responsables d'entreprises et les membres du jury au ministre en charge de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou. Les jeunes sont en effet invités à exprimer le besoin sur la plateforme du PSUE durant toute l'année 2021 pour être comptés parmi les prochains bénéficiaires. Toujours dans la même veine, la zone économique spéciale de Glodjibé sera bientôt une réalité. Le site qui devrait servir bien sûr à construire cette unité vient d'être remis bien sûr à la société d'investissement et de promotion de l'industrie pour le démarrage des travaux. La cérémonie de remise conduite par l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces s'est déroulée hier vendredi à Glodjibé. Ali Moumouni et Rachidi Souberou pour le point. Un pas de plus dans la démarche du gouvernement pour transformer l'économie du Bénin. C'est ce que traduit ce geste symbolique de remise de site devant abriter la zone économique spéciale de Glodjibé. Et c'est le directeur de l'agence de promotion des investissements et des exportations APS qui remet le chantier à la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin. Cette zone industrielle de 1640 hectares est l'aboutissement d'un processus qui a commencé par la prise de la loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Cette loi a été prise en 2017 et la signature d'un accord de partenariat avec le groupe Euraise a été signée en 2019 pour l'aménagement, le développement et l'exploitation de toute cette zone. L'objectif de la création de la zone économique spéciale de Glodjibé est de mettre en place un centre industriel afin d'assurer la transformation des produits agricoles. Elle permettra également d'attirer des investisseurs et créer des emplois. Cette zone économique spéciale est conçue pour être un parc industriel moderne, respectueuse des normes environnementales et sociales les plus élevées et destinée à fournir des services aux différentes industries, notamment en ce qui concerne la transformation de noix de cajou, la filature et le tissage de coton, la fabrication de vêtements, l'agroalimentaire et la transformation du bois. La zone économique spéciale de Glodjibé s'étend sur une superficie de 1640 hectares, prenant en compte 3 communes, à savoir Abomey-Calavi, Zé et Tori. Elle sera développée de façon graduelle avec une première phase de 635 hectares qui sera suivie d'une extension de 1005 hectares. C'est un projet qui est venu donner de la joie à toute une population, qui est venu appuyer la mission qui est notre, je parle de nous, maires de Tori, maires de Zé, maires de Abomey-Calavi, en matière de la création d'emplois pour la jeunesse. En témoin privilégié et émerveillé de ce bel état de choses, je n'aurai de cesse d'exprimer tant mon nom propre qu'en celui de nos paisibles et braves populations, notre reconnaissance infinie au chef de l'État, ainsi qu'à sa dynamique équipe gouvernementale pour l'ensemble de l'immense œuvre nationale déjà accomplie, celle encore en cours et celle étant dans une perspective rassurante. Pour la réalisation de ce projet, le groupe Euraise est le partenaire technique retenu par le gouvernement du Bénin. La zone économique spéciale de Glodjibé sera composée de zones industrielles, commerciales et de stockage. Il est également pourvu des bâtiments administratifs ainsi que d'autres infrastructures. Notons tout de même que l'impact attendu de ce projet est une contribution significative au développement socio-économique et une augmentation des exportations à hauteur de 5 à 10 milliards de dollars américains d'ici 10 ans. Voilà une tribune pour la promotion surtout de l'emploi. Pour mettre un terme à cette édition, scrutons un pan des réalisations
du régime de la rupture, je voulais dire. Et nous allons poser nos valises à Glangandan, c'est un arrondissement de la commune de Semekpoudji. Ici, le tronçon à Glangandan, sinon Ciné Concorde à Glangandan justement, a connu une réelle métamorphose grâce au projet asphaltage. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage à dépêcher sur le terrain, un constat qui porte les griffes de Teddy Goudalo, dont le compte rendu est présenté ici par Assiombo Kanya Assiombo. Suivez. Voici le nouveau visage que présente à Glangandan, un arrondissement de la commune de Semekpoudji, département de l'Ouémé. Autrefois impraticable, à la limite inaccessible, la réalisation de cette voie vient comme un ouf de soulagement pour usagers et riverains. Moi, j'ai fait mon enfance ici dans ce quartier à Nouvelle-Amédée. Je courais derrière la Bidozène au moment où il faisait le lotissement de Nouvelle-Amédée. Mais si quelqu'un me disait que je serais encore vivant et cette voie serait réalisée, je ne peux pas dire oui. Il y a 3 ans, je ne pouvais pas marcher sur 500 mètres. Mais actuellement, tu peux circuler librement sur plus de 2 km. Le projet asphaltage aura donc été d'une importance capitale ici à Glangandan. Au dire des usagers, le gouvernement a vu juste en initiant ce projet d'envergure. Aujourd'hui, l'on peut se rendre aisément à Porto Novo en empruntant ce tronçon qui relie le carrefour Ciné Concorde au quartier Sekandji. Par rapport au bitumage de la voie, sincèrement, c'est une grande joie. C'est une grande joie en ce sens que les gens sortent librement. C'est une grande joie en ce sens que les gens aujourd'hui ne sont plus des embouteillages à des heures de pointe. C'est une joie en ce sens qu'aujourd'hui les gens ont le choix. Ceux qui veulent aller vers Semekpoudji, Sekandji, Abattoir et autres ont le choix aujourd'hui de prendre par l'autoroute Cotonou-Porto Novo. Soit je peux aussi parler de cette voie aussi comme autoroute Concorde-Sekandji, ou les gens qui prennent désormais par le pavé et qui mènent de Déloko vers Sekandji également. Où est-ce que vous allez présentement là comme ça? Bon, présentement, je m'en vais à Porto Novo. J'ai vu que la voie là, c'est une voie qui est bien pratiquée, qui est bien chaude. C'est pour ça que je préfère dépasser cette voie. Toutefois, les travaux de finition sont toujours en cours et les populations suggèrent dans l'urgence l'implantation des feux tricolores, des panneaux de signalisation et solaire pour l'éclairage de cette nouvelle voie. Sans vous mentir, le week-end passé, vers 10 h, il y a eu un véhicule qui roulait à vive allure et qui a ramassé un passager. Et ce dernier a succombé à l'accident. Vous voyez? Donc il va falloir qu'on nous place les panneaux de signalisation pour quand même réguler la circulation. Il faut que les feux soient vite installés sur la voie, sinon l'accident se cause trop sur la voie actuellement. La voie elle est très bien, elle est bonne, ça donne une bonne visibilité à la pharmacie, mais la scène n'est pas vraiment facile parce qu'il faudrait aller tourner jusqu'au fond là-bas avant de venir vers nous. L'intersection qui nous arrangeait, ça a été bloqué. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et quand est-ce qu'ils vont l'ouvrir, on ne sait pas, mais c'est bien. L'arrondissement d'Aglangandan devient de plus en plus beau. En attendant la fin des travaux, les usagers eux-mêmes s'invitent à plus de prudence pour éviter les éventuels cas d'accident. Oui, prudence surtout et surtout, discipline et civisme sur ces routes. C'est l'essentiel à retenir ce soir. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.